Et bien là je pense que tu vas être choqué, mais vraiment choqué. 3z égale t, et bien je retrouve exactement le même système. Mais c'est un exercice extrêmement classique, ce serait vraiment pas étonnant que tu aies un exercice de ce type là le jour du bac. Bonjour à toutes et à tous, je suis super heureux d'être avec vous aujourd'hui pour corriger intégralement un sujet de spé maths terminale. Je le fais car vous avez été énormément à me le demander et d'ailleurs vous êtes énormément à ne pas être abonné à la chaîne YouTube Nouvelle Classe, alors n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous. Alors pour chaque question de ce sujet de bac, on va appliquer une méthode très précise. À chaque fois, je vais rappeler la notion de cours qui nous intéresse et à partir de cette notion de cours, je déduirai une méthode de résolution qui nous permettra à chaque fois de répondre à la question posée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à la question ensemble et à la fin de chaque grosse question, je prendrai le temps de faire une conclusion sur qu'est-ce qu'on peut retenir des questions qu'on a fait ensemble, quelles sont les astuces et les bonnes pratiques pour avoir la meilleure note possible au bac. Contrairement aux autres corrections de sujets de bac qu'on peut trouver sur YouTube, dans cette vidéo, on va vraiment faire les choses étape par étape, très doucement. Alors j'espère que vous êtes toutes et tous prêts, que vous avez bien une feuille avec vous, un stylo, une petite boisson, ça fait toujours plaisir. Ah, le café, ça fait du bien. Et on est parti pour 1 heure de correction de sujet de bac. D'ailleurs, si vous voulez trouver plus facilement une notion particulière, je vous ai mis un chapitrage dans la description. Vous avez juste à cliquer sur les minutages pour accéder directement aux questions qui vous intéressent. Allez, c'est parti. Ok les nouvelles, on est parti pour corriger un sujet sur la géométrie de l'aspect maths terminal. Alors, on va faire un exercice ensemble. On a environ 1 heure pour faire cet exercice et la calculatrice est autorisée. On note grand R l'ensemble des nombres réels et on nous dit que l'espace est muni d'un repère orthonormé avec O comme point qui a pour coordonnées 0, 0, 0 et les vecteurs I, J et K. Et on considère les points A qui a pour coordonnées -1, 2, 0, B qui a pour coordonnées 1, 2, 4 et C qui a pour coordonnées -1, 1, 1. Et on est parti pour la première question qui nous demande de montrer que les points A, B et C qu'on a vu juste au-dessus, ils ne sont pas alignés. Alors c'est parti, je vais prendre ma petite feuille et on va essayer de montrer ça. Alors comme on l'a vu dans le cours, on a dit dans le cours que les points A, B et C, ils sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et donc on va commencer par rappeler cette propriété. Donc comme tu l'as compris, la première étape c'est toujours de rappeler la propriété, la définition ou le théorème du cours qui va nous permettre de répondre à la question posée. Donc ici, du coup, pour montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés, puisque c'est la question qu'on nous pose, montrer que les points ne sont pas alignés, il va falloir montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer dès maintenant. Alors pour ça, il va nous falloir les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc on va commencer par rappeler les coordonnées des différents points ici qui nous intéressent. On a tout d'abord, comme on l'a vu, le point A qui a pour coordonnées -1, 2, 0. Donc on a tout d'abord le point A qui a pour coordonnées -1, 2, 0. On a le point B qui a pour coordonnées 1, 2, 4. Et on a le point C qui a pour coordonnées -1, 1, 1. Et nous, ce que l'on veut, c'est montrer que AB et AC ne sont pas collinéaires. On va donc, à partir de ces points, en déduire les coordonnées des vecteurs. Tout d'abord, le vecteur AB, il a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. On va donc se retrouver avec un vecteur AB qui a pour coordonnées XB, c'est-à-dire la coordonnée X du point B qui est égale à 1, moins XA qui est égal à -1, donc 1 moins -1, ça fait 1 plus 1, c'est-à-dire 2. On aura pour la coordonnée Y, YB qui est 2, moins YA qui est 2, donc 2 moins 2, ça fait 0. Et pour Z, on a ZB qui est donc 4, moins ZA qui est 0, donc 4 moins 0, ça fait 4. Et donc le vecteur AB a pour coordonnées 2, 0, 4. On va faire pareil maintenant pour le vecteur AC, comme ceci. AC, il a donc pour coordonnées XC moins XA, YC moins YA, et ZC moins ZA, comme ceci. Donc le vecteur AC, il a pour coordonnées XC, donc -1, moins XA, donc -1, donc ça fait -1, moins -1, donc ça fait -1 plus 1, ce qui est égal à 0. Pareil pour Y, 1 moins 2, c'est égal à -1. Et pareil pour Z, 1 moins 0, c'est égal à 1.
On a donc un vecteur AC qui a pour coordonnées 0, moins 1, 1. Maintenant qu'on a déterminé leurs coordonnées, l'idée ça va être de vérifier s'ils sont collinéaires ou non. Et donc l'idée ça va être de montrer qu'ils ne sont pas collinéaires pour montrer que les points ne sont pas alignés. Alors on sait que les vecteurs AB et AC, ils sont collinéaires si et seulement si il existe un réel alpha tel que AB est égal à alpha fois AC. C'est-à-dire qu'on a une relation de proportionnalité entre les coordonnées de nos deux vecteurs. Donc nous vraiment en pratique dans les exercices à chaque fois, eh bien on va essayer de vérifier qu'il existe ou non une relation de proportionnalité entre les coordonnées de nos deux vecteurs qu'on a déterminés juste ici. Pour vérifier ça, ça va être assez simple. On va commencer par regarder la coordonnée x par exemple. Pour passer de 2 à 0, évidemment je vais multiplier par 0. Or ici, si je repars de 0 et que je fais 0 fois 0, ça va me donner 0. Or ici j'ai moins 1. Et ici par exemple, pour passer de AC à AB sur la coordonnée z, je dois faire 1 fois 4 pour obtenir 4. Et ici, si je fais moins 1 fois 4, je n'obtiens pas 0. Bref, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de relation de proportionnalité entre les coordonnées et que donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors comme tu le vois ici, c'est une vérification très facile et très rapide à faire. Non, il n'y a pas de relation de proportionnalité entre les coordonnées. On peut donc dire que AB et AC ne sont pas collinéaires. Et si je reprends ce qu'on a vu dans le cours on a dit que les points sont alignés si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Ils ne le sont pas. On peut donc en conclure que les points A, B et C, ils ne sont pas alignés. Et voilà, on a donc pu ensemble répondre à la première question du sujet et démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. On nous demande maintenant en petit b de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. On passe donc à la question petit b. Et comme on l'a vu dans le cours, il y a 3 formules pour déterminer la valeur du produit scalaire. On a une formule sur les normes des vecteurs, une formule sur les coordonnées des vecteurs et une formule sur l'angle formé par les deux vecteurs. Ici, nous, ce que l'on veut, c'est calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Et comme on l'a vu dans la question 1a, nous avons calculé les coordonnées de nos deux vecteurs AB et AC. On va donc pouvoir utiliser la formule sur les coordonnées puisqu'on a déjà les coordonnées de nos vecteurs pour en déduire le produit scalaire. Et donc ça, c'est une première astuce que je peux te donner dans cette correction de sujet de bac. Il faut toujours faire le lien avec les questions précédentes. On ne te pose pas les questions précédentes par hasard. Dans la question 1, on a eu besoin absolument de calculer les coordonnées des vecteurs. Et dans la question 2, donc dans la question petit b, on nous demande de calculer le produit scalaire. On va donc se servir de la question précédente pour en déduire le produit scalaire. Le produit scalaire de AB scalaire AC avec les coordonnées, c'est donc égal à la coordonnée x du vecteur AB multiplié par la coordonnée x du vecteur AC, plus la coordonnée y du vecteur AB multiplié par la coordonnée y du vecteur AC, plus la coordonnée z du vecteur AB multiplié par la coordonnée z du vecteur AC. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans les vidéos de cours de première sur le produit scalaire. On peut donc maintenant passer au calcul. La coordonnée x du vecteur AB, elle est égale à 2, et la coordonnée x du vecteur AC, elle est égale à 0. On va donc avoir ici 2 fois 0, plus, on va faire pareil pour les coordonnées y, 0 fois moins 1, on va donc le noter ici, 0 fois moins 1, plus les coordonnées z, 4 fois 1. Comme ceci, on va donc pouvoir noter 4 fois 1. Et on va donc se retrouver avec 2 fois 0 qui est égal à 0, plus 0 fois moins 1 qui est égal à 0, plus 4 fois 1 qui est égal à 4. Et donc, grâce à la première question, on peut très rapidement répondre à la question petit b qui nous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Eh bien, AB scalaire AC, c'est égal à 4. On va donc pouvoir tout de suite passer à la question petit c qui nous demande d'en déduire la mesure de l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle formé par les vecteurs AB et AC, et on va arrondir la mesure de cet angle au degré. Donc pareil, on va se servir de la question précédente. Dans la question précédente qui était donc la question petit b, je t'ai dit qu'il y a différentes formules pour calculer le produit scalaire, la formule sur les normes, la formule sur les coordonnées qu'on a utilisées ici, et la formule sur l'angle formé par les deux vecteurs. Ici, on nous demande de déterminer la valeur de cet angle, c'est donc évidemment cette formule qu'on va utiliser. Et donc en fait, comme tu peux le voir, la compréhension très précise des questions précédentes nous permet de répondre aux questions suivantes de manière extrêmement facile, et c'est vraiment une astuce énorme pour les sujets de maths que tu peux avoir au bac. On va donc rappeler la formule avec l'angle. On sait que AB scalaire
AC, la formule avec l'angle BAC formé par les deux vecteurs, eh bien c'est égal à la norme de AB multiplié par la norme de AC multiplié par le cosinus de l'angle BAC formé par les deux vecteurs. Et l'angle BAC, c'est exactement celui qu'on essaye de déterminer dans cette question. Histoire que ce soit bien clair, on va donc mettre des couleurs. Le produit scalaire, AB scalaire AC, on l'a calculé dans la question petit b, dans la question précédente. On a vu que c'était égal à 4. Ça, on l'a donc déjà calculé. Dans cette question, on essaye de déterminer la valeur de l'angle BAC. On va donc essayer de déterminer dans un premier temps le cosinus de l'angle BAC. C'est ce qu'on essaye de déterminer dans cette question. C'est donc la valeur qui est à déterminer. Il va donc nous manquer deux choses pour pouvoir faire ce calcul. On a deux inconnus, qui est la norme de AB et la norme de AC. La première étape, ça va donc être de calculer ces normes et on va pouvoir le faire très facilement grâce aux coordonnées des vecteurs et grâce à une formule, encore une fois, qu'on a vue dans le cours de première. On sait que la norme du vecteur AB, qu'on peut noter comme ceci, mais qu'on peut également noter comme ceci, AB tout simplement, eh bien c'est égal à la racine de la somme des carrés de ces coordonnées, c'est-à-dire sa coordonnée en x, comme ceci, qu'on va mettre au carré, plus sa coordonnée en y, comme ceci, qu'on va pouvoir mettre au carré, plus sa coordonnée en z, comme ceci, qu'on va pouvoir mettre également au carré. Donc ça va être super facile grâce aux coordonnées qu'on a calculées dans la première question petit a, ça va être super facile de déterminer la norme de notre vecteur AB. En effet, la coordonnée x de notre vecteur AB, on l'a juste ici, elle est égale à 2. On aura donc la racine de 2 au carré, plus la coordonnée en y, elle était égale à 0, donc plus 0 au carré, et la coordonnée en z, elle est ici, elle est égale à 4. On va donc avoir plus 4 au carré. Ça va donc nous donner la racine carrée de 2 au carré qui est égale à 4, plus 0 au carré qui est égal à 0, plus 4 au carré qui est égal à 16, et ça, c'est égal à la racine de 20. Et donc là, je ne peux que vous recommander d'utiliser votre calculatrice si celle-ci est autorisée. En effet, racine de 20 vue comme ça, on sent que ça peut être simplifiable, on sent que ça peut être vraiment simplifié, qu'on peut mettre une écriture peut-être plus simple de cette expression. Et donc pour le vérifier, eh bien il suffit de prendre sa calculatrice, donc par exemple ici j'ai la Casio 35+, je vais écrire racine de 20 et je vais exécuter, et effectivement de manière plus simple et surtout plus jolie, visuellement parlant, racine de 20 c'est égal à 2 fois la racine de 5, et donc c'est comme ça que tu peux le noter comme réponse finale. On a donc ici calculé la norme de AB, on va faire exactement pareil pour la norme de AC. J'ai donc réécrit exactement la même formule que celle qu'on a vue précédemment mais avec le vecteur AC, et maintenant on va remplacer les inconnus par les coordonnées de notre vecteur AC. On va donc avoir la racine de 0 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré. On va donc se retrouver avec la racine carrée, comme ceci, de 0 au carré qui est égal à 0, plus moins 1 au carré qui est égal à 1, plus 1 au carré qui est également égal à 1. Et donc on aura pour norme 2AC, racine de 2, comme ceci. Et donc j'ai mes deux normes de mes vecteurs, c'est-à-dire les deux inconnus qu'il fallait que je détermine ici, à ce stade de la question. On a donc la norme de AB, la norme de AC, on a le produit scalaire AB scalaire AC qu'on a calculé dans la question petit b qui est égal à 4. On va donc pouvoir maintenant déterminer le cosinus de notre angle BAC. Alors histoire que ce soit bien clair, j'ai remis ici visuellement la formule du produit scalaire. Nous, ce que l'on veut déterminer, c'est cosinus de BAC, c'est donc ce que je vais isoler. Je vais écrire que le cosinus de BAC, qu'on essaye de déterminer ensuite pour pouvoir en déterminer l'angle BAC, eh bien il est égal à quoi? Il est égal au produit scalaire AB scalaire AC, comme ceci, et les normes ici, on va devoir les passer de l'autre côté du signe d'égalité. On voit qu'on a ici des multiplications, on va donc diviser par le produit de la norme de AB fois la norme de AC. On aura donc, comme ceci, la formule modifiée qui nous permet d'isoler le cosinus de l'angle BAC qu'on essaye de déterminer. Le cosinus de l'angle BAC, il est égal au produit scalaire AB scalaire AC divisé par la norme de AB multiplié par la norme de AC. Le produit scalaire de AB scalaire AC, on l'a déterminé encore une fois dans la question 1 petit b, qui est juste ici. On a vu que ce produit scalaire, il était égal à 4, c'est donc exactement ce que je vais renoter ici.
4 divisé par les deux normes que nous avons calculées. La norme de AB, elle est égale à racine de 20, ce qui est égal à 2 racines de 5, donc 2 racines de 5, multiplié par eh bien, la norme de AC, et la norme de AC, elle est égale à racine de 2. Et donc ce calcul nous permet tout simplement d'en déduire le cosinus de l'angle BAC qu'on va pouvoir calculer grâce à la calculatrice. On va donc en effet se retrouver avec 4 divisé par 2 fois la racine de 5 multiplié par la racine de 2, et ça c'est égal à la racine de 10 divisé par 5. Alors la question n'est pas tout à fait terminée. En effet, ici, on a calculé le cosinus de l'angle BAC, mais nous, ce qu'on nous demande exactement dans la question, c'est de calculer la mesure de l'angle arrondi au degré. Comment est-ce qu'on fait pour passer du cosinus de l'angle à la valeur de l'angle? Eh bien ça, c'est grâce à la calculatrice qu'on peut le faire. Par exemple ici, avec la Casio 35+, tu vois qu'ici j'ai le cosinus, mais si j'appuie sur Shift cosinus, j'ai le cosinus moins 1, j'ai donc le cosinus moins 1 de ma réponse précédente qui était donc racine de 10 divisé par 5, et si j'exécute, ça me donne 50,768, etc. Alors l'exercice nous demande d'arrondir au degré, on a donc 50,7 qu'on va pouvoir arrondir à 51 degrés. Et donc grâce à tous ces calculs et grâce au calcul du produit scalaire, on a pu déterminer au degré près la mesure de l'angle BAC. En effet, l'angle BAC, donc l'angle BAC, il est environ égal à 51 degrés si l'on arrondit au degré comme l'énoncé nous le demandait. Et voilà, on a donc pu répondre à cette petite question, donc à cette question petit c, et on a fini la question 1 de notre sujet. Alors en conclusion de cette première partie de sujet, cette première partie d'exercice, eh bien en fait toutes les notions qu'on a utilisées c'était à chaque fois des notions de première. Tout était faisable avec les informations que je donne dans ma vidéo sur le produit scalaire résumé en 5 minutes. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre le temps de vraiment profondément maîtriser les notions de base du programme. Là, tu pouvais faire toutes ces questions en ne connaissant que les notions du programme de première. Et donc on voit qu'il est vraiment primordial pour réussir les sujets de bac de vraiment maîtriser les notions de base et les exercices basiques. C'est pour ça que c'est eux que je corrige en vidéo sur ma chaîne YouTube. Il faut vraiment maîtriser ça pour aller plus loin et avoir des bonnes notes au bac. C'est vraiment la base. Je dis pas que ça suffit à avoir 20 sur 20 au bac, mais je dis que c'est super important et ce sujet de bac nous le prouve. C'était primordial de bien maîtriser les compétences et les notions de première pour pouvoir répondre à ces 3 premières questions, ce qui est déjà vraiment pas mal sur un exercice type bac. Donc prends le temps de vraiment bien maîtriser la base du programme, ne commence pas à t'affoler dans des problèmes type bac si tu ne maîtrises pas les notions élémentaires, commence par bien reprendre la base. Et puis mon deuxième conseil, comme je l'ai dit plusieurs fois pendant la correction, c'est de toujours revenir sur les questions précédentes, car on ne te pose pas les questions sans aucun intérêt, sans aucun sens. Là tu l'as vu, on a réutilisé plusieurs fois les notions des questions précédentes pour répondre aux questions suivantes. Donc ça prouve bien l'importance de bien revenir sur les questions précédentes. Voilà, on a fini avec cette première partie d'exercice et on va passer tout de suite à la deuxième partie. On nous présente un nouveau vecteur qu'on a appelé n, le vecteur de coordonnées 2, -1, -1. Et on nous demande dans la question petit a de démontrer que n, le vecteur n, il est un vecteur normal au plan ABC. Donc le plan ABC, c'est le plan qui est formé par les vecteurs AB et AC. On va commencer par faire un petit dessin pour expliquer ça. Donc comme tu le vois, j'ai renoté tout simplement le vecteur n qu'on nous donne dans l'énoncé. Et donc le plan ABC, eh bien c'est tout simplement le plan qui est formé par les vecteurs AB et AC. On a par exemple dans l'espace le vecteur AB qui serait ici, le vecteur AC qui est ici. Eh bien ça, c'est le plan qu'on a appelé ABC, qui est donc le plan formé par les vecteurs AB et AC. Et l'objectif de cette question, c'est de montrer que le vecteur n, qui a pour coordonnées 2, -1, -1, eh bien c'est un vecteur normal à ce plan ABC, c'est-à-dire comme ceci, dans l'espace, n est donc un vecteur normal au plan ABC, et c'est ce qu'on va essayer de montrer dans cette question. Alors, comme je te le dis à chaque fois, la base, c'est de commencer par redonner les notions qu'on a vues dans le cours. Et dans le cours, on a dit qu'un vecteur n, qui a pour coordonnées a, b, c, il est normal à un plan P, si et seulement si n, le vecteur n, il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de P, donc du plan que l'on considère, et c'est une notion qu'on a vue dans les vidéos de cours de terminale. Voilà, on commence par bien reposer les notions de cours.
Ici, si on adapte cette notion à notre exercice, on considère bien le vecteur n qui a pour coordonnées 2, moins 1, moins 1, et on veut montrer que ce vecteur est normal à un plan qu'on a appelé ici ABC, qui est donc formé par les vecteurs AB et AC. La première étape pour pouvoir montrer que n est orthogonal à ce plan, c'est donc de trouver deux vecteurs de notre plan qui ne sont pas colinéaires. La première chose dont on a besoin, c'est donc de deux vecteurs qui appartiennent au plan P, donc ici en l'occurrence c'est notre plan ABC, et qui ne sont pas colinéaires. Alors comme je te l'ai dit, notre plan ABC, il est formé par les vecteurs AB et AC. Mais qu'est-ce qui nous prouve que AB et AC ne sont pas colinéaires? Eh bien là, attention les yeux, je vais ressortir une petite feuille qu'on a écrite ensemble au début de l'exercice. Tadam! Dans la question 1, petit a, on a montré explicitement que AB et AC ne sont pas colinéaires. Et donc encore une fois, c'est mon astuce dont je te parlais précédemment, dans la première grosse question du sujet, il faut toujours aller revoir ce qu'on a écrit dans les questions précédentes. C'est super important parce que ça nous permet de gagner énormément de temps sur les questions suivantes. On sait donc que le plan ABC, il est formé par les vecteurs AB et AC, et on sait que les vecteurs AB et AC ne sont pas colinéaires. Donc pour pouvoir utiliser cette propriété, on avait besoin de deux vecteurs non colinéaires de P, donc ici du vecteur ABC, et bien ces deux vecteurs, ce sera donc le vecteur AB et le vecteur AC. Alors le jour du bac, tu peux parfaitement écrire vu en question 1A. Ça montre à l'examinateur que tu as bien compris le sujet, que tu as bien compris pourquoi on te posait ces questions dans cet ordre-là, et tu montres vraiment que tu es un petit malin et que tu as bien compris comment ça marche. Donc du coup, n'hésite pas à écrire qu'on a déjà vu la notion en question 1A. Maintenant qu'on a identifié deux vecteurs non colinéaires de P, on va devoir montrer que le vecteur n est orthogonal à ces deux vecteurs, pour montrer que le vecteur n est normal à notre plan P, exactement comme c'est dit dans la propriété. Donc on va montrer l'orthogonalité du vecteur n avec le vecteur AB et avec le vecteur AC. Comment fait-on pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux? Eh bien ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo de cours de première, donc on revient encore une fois sur des questions très basiques, des notions très basiques qu'on a vues en première. On a vu que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Du coup, il nous suffit de montrer que le produit scalaire n scalaire AB et que le produit scalaire n scalaire AC sont nuls pour montrer que n est normal à notre plan ABC. On va donc commencer par le premier. N scalaire AB, il est égal à quoi? Il est égal à la coordonnée x de notre vecteur n multiplié par la coordonnée x de notre vecteur AB plus la coordonnée y de notre vecteur n multiplié par la coordonnée y de notre vecteur AB plus la coordonnée z de notre vecteur n multiplié par la coordonnée z de notre vecteur AB. Alors, les coordonnées de n, on les a juste ici. Les coordonnées de AB, on les avait notées dans la question 1A, et je vais les renoter ici pour que ce soit plus facile de les trouver. AB, il a pour coordonnées 2, 0, 4. Je vais donc le renoter dans un petit coin ici. AB a pour coordonnées 2, 0, 4. Ok, donc maintenant on va calculer le produit scalaire. On va donc avoir x de notre vecteur n qui est égal à 2, multiplié par x de notre vecteur AB qui est égal à 2 également. Je vais donc avoir 2 fois 2, plus y de notre vecteur n qui est égal à moins 1, multiplié par y de AB qui est égal à 0. On va donc avoir moins 1 fois 0, plus z de n qui est égal à moins 1, multiplié par z de AB qui est égal à 4. Je vais donc avoir plus moins 1 multiplié par 4. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 fois 2, c'est égal à 4, plus moins 1 fois 0, c'est égal à 0, plus moins 1 fois 4, qui est donc égal à moins 4, et 4 moins 4, c'est bien égal à 0. On sait donc que le vecteur n est orthogonal au vecteur AB, et on va faire exactement pareil avec le vecteur AC. Cette fois-ci, on va passer directement au calcul. J'ai renoté les coordonnées du vecteur AC ici. On aura donc 2 fois 0, tout d'abord, pour la première coordonnée, plus moins 1 fois moins 1, pour la deuxième coordonnée, plus, on va passer à la coordonnée z, moins 1 fois 1, comme ceci. Si je fais le calcul, ça me donne 2 fois 0 qui est égal à 0, plus moins 1 fois moins 1, moins par moins ça donne plus, qui me donne donc 1, et ici plus moins 1 fois 1 qui me donne donc moins 1, et je me retrouve donc avec 1 moins 1 qui est égal à 0. Et donc mon vecteur n est aussi orthogonal au vecteur AC. On a donc montré, tout simplement,
que le vecteur n il est bien orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de notre plan P, donc ici le plan ABC, et on peut donc en déduire que le vecteur n, qui a pour coordonnées -2, -1, -1, il est normal à notre plan ABC. On n'oublie pas la petite phrase de conclusion, donc le vecteur n est bien un vecteur normal au plan ABC, et ceci nous a permis de répondre à la question 2A. Donc on avait des notions plus compliquées ici, des notions qui faisaient appel à des connaissances de terminale. On a fait un retour sur les connaissances de première au niveau de l'orthogonalité entre deux vecteurs. Donc encore une fois, l'astuce tient toujours, il faut bien connaître les notions de base que tu vois dans les cours. On passe donc à la question de petit b qui nous demande de déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Alors ça, si tu connais ton cours, c'est hyper simple. On va commencer, comme on l'a déjà vu plusieurs fois ensemble, par rappeler la notion de cours qui nous intéresse ici. On a vu dans le cours que l'équation cartésienne du plan passant par un point A et de vecteur normal n, c'est une équation toute faite qu'on a juste à renoter, et je vais donc la renoter juste ici. Voilà ce qu'on a vu dans le cours. D'après le cours, un plan P qui passe par un point A qui a pour coordonnées x, a, y, a, z, a et qui a un vecteur normal n de coordonnées a, b, c, il a pour équation cartésienne ceci. Alors le vecteur normal, on l'a calculé dans la question précédente, d'où encore une fois l'astuce de revenir sur les questions précédentes. On a en effet vu dans la question précédente que le vecteur n qui a pour coordonnées 2, -1, -1, c'est un vecteur normal au plan ABC. Donc on va le noter ici. On a n qui a pour coordonnées 2, -1, -1. Et puis il nous faut également un point A par lequel passe notre plan P. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le plan ABC. Et je vais te refaire le petit dessin qu'on a vu dans la question précédente. Le plan ABC, il est formé par les vecteurs AB et AC, comme ceci. Ça, c'est le plan ABC. Un point qui appartient donc au plan ABC, eh bien c'est le point A par exemple. Le point A appartient au plan ABC. Il nous faut donc les coordonnées du point A, et les coordonnées du point A, on les donnait au tout début de l'énoncé. Je vais te ressortir l'énoncé ici. On en a eu d'ailleurs besoin dans la question 1A. Les coordonnées du point A, c'est -1, 2, 0, que je vais donc pouvoir renoter ici. On a donc le point A qui a pour coordonnées -1, 2, 0. Et bien à partir de là, c'est super simple, comme tu peux le voir. Si tu connais ton cours, et bien tu peux tout de suite en déduire l'équation cartésienne de ton plan, ici du plan ABC. On a en effet pour première coordonnée A, qui est la première coordonnée de notre vecteur normal 2. X, c'est notre inconnu, ça reste X. XA ici, c'est la première coordonnée de notre point A, qui est donc égale à -1. Petit b ici, c'est -1. YA, c'est 2. Petit c ici, c'est -1 également, et ZA, c'est 0 qu'on a juste ici. Et donc on va pouvoir réécrire cette équation cartésienne pour en déduire l'équation cartésienne de notre plan ABC. L'équation cartésienne de notre plan ABC, elle est donc égale à 2 multiplié par x moins -1, ce qui donne donc x plus 1, plus -1 multiplié par y moins 2, plus -1, multiplié par z moins 0, donc z, ce qui est égal à 0, d'après l'équation cartésienne qu'on a vue dans le cours. On va donc pouvoir réarranger un petit peu tout ça très tranquillement. L'équation cartésienne de notre plan ABC, elle est donc égale à 2x plus, ici on fait la distributivité, donc 2, moins, ici, -1 fois y, donc moins y, -1 fois -2, ça fait donc plus 2, plus, ici, -1 fois z, ce qui va donc nous donner -z. Et ça, du coup, c'est toujours égal à 0. On va donc regrouper les unités entre elles. L'équation cartésienne de notre plan, c'est 2x moins y moins z. Et ici, plus 2, donc plus 4, qui est donc égal à 0. Et voilà, on a trouvé l'équation cartésienne du plan ABC qui est égale à 2x moins y moins z plus 4 égale 0. Alors ça peut sembler un petit peu compliqué, mais en fait il suffisait de bien connaître le cours et de bien remettre les choses dans le bon ordre avec le point A et le vecteur normal n pour tout simplement en déduire sans trop de difficulté l'équation cartésienne de notre plan ABC. Et ça nous permet de clore la question 2 petit b. Alors, en conclusion un petit peu de ça, eh bien on peut dire que on a les mêmes astuces que dans la question 1 ABC. C'est vraiment les mêmes astuces, c'est-à-dire bien maîtriser la base des cours, bien penser à revenir sur les questions précédentes pour reprendre des notions qu'on a vues précédemment, parce qu'on ne pose pas ces questions dans cet ordre-là par hasard. Là, tu l'as vu, on a quand même eu besoin de connaissances de terminale, donc on est sorti des notions de première, on est rentré dans les notions de terminale, mais on te demandait quand même de connaître des notions très basiques de terminale. Donc je vais répéter
mon astuce qui est de vraiment bien maîtriser les notions basiques qu'on te donne dans les cours. Ça te permet déjà de répondre à énormément de questions. Ici, on a fait déjà plus de la moitié du sujet. On va donc pouvoir passer tout de suite à la troisième question qui va parler de plan, comme tu vas le voir. Soit P1, le plan d'équation 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0, et P2, le plan passant par O, donc le point de coordonnées 0, 0, 0, est parallèle au plan d'équation x moins 2z plus 6 égale 0. Dans la question 3a, on nous demande de démontrer que le plan P2, il a pour équation x égale 2z. L'objectif, c'est donc de déterminer l'équation cartésienne de notre plan P2. Je te remets l'énoncé juste ici. La question, c'est simplement de démontrer que le plan P2 a pour équation ceci, donc l'équation cartésienne de notre plan P2, et on a différentes informations sur ce plan P2, et c'est vraiment ces informations qu'on va extraire de l'énoncé. On nous dit que le plan P2, il passe par le point O, donc le point O qui a pour coordonnées 0, 0, 0, qui est l'origine de notre repère dans l'espace, mais on sait également que notre plan P2, il est parallèle au plan d'équation x moins 2z plus 6 égale 0. Évidemment, on ne donne pas cette information pour rien, ça va nous être très utile. Alors pour déterminer l'équation cartésienne de notre plan, eh bien on va réutiliser la même notion de cours qu'on a vue dans la question précédente, et ensuite on essaiera de déterminer les inconnus pour pouvoir déterminer notre équation cartésienne. Donc la première étape, comme je te le dis à chaque fois, c'est de repartir des notions de cours, donc je vais la renoter, et ensuite on discute ensemble de la solution. Ça y est, j'ai renoté la notion de cours, et donc maintenant on va essayer de trouver les inconnus pour en déduire l'équation cartésienne de notre plan P2. Donc ici, le plan qui nous intéresse, c'est le plan P2, donc un plan P2 comme ceci, qui passe par un point A. Alors ici, l'information qu'on a dans l'énoncé, c'est pour ça que je me suis vraiment attardé dessus avec toi, c'est que le plan passe par le point O qui a pour coordonnées 0, 0, 0. Donc ça, c'est la première information qu'on va noter. Le plan passe par O, qui a pour coordonnées 0, 0, 0. Et il nous manque une information pour en déduire son équation cartésienne, c'est son vecteur normal. Or, on nous dit une chose très intéressante dans l'énoncé. On nous dit que le plan P2, il est parallèle à un plan d'équation x moins 2z plus 6 égale 0. Eh bien, il faut savoir que deux plans parallèles, ils ont le même vecteur normal. En effet, et c'est pour ça que je t'avais préparé un petit dessin, je pense que tu l'as vu ici, si je prends mon plan P2 et ici par exemple un plan P', et que mes deux plans sont parfaitement parallèles, alors ils ont le même vecteur normal. Et donc c'est cette information qu'on va utiliser pour en déduire le vecteur normal de notre plan P2. En effet, on a l'équation cartésienne d'un plan duquel P2 est parallèle. On va donc essayer d'extraire de cette équation cartésienne le vecteur normal de ce plan-là, pour en déduire du coup le vecteur normal de notre plan P2, et pouvoir trouver l'équation cartésienne de P2. Alors comment est-ce qu'on va faire pour trouver le vecteur normal de notre plan d'équation x moins 2z plus 6 égale 0? Eh bien on va encore une fois utiliser la même notion de cours qu'on a ici. Regardez ici le détail de l'équation cartésienne d'un plan. On voit que chaque coefficient qu'on a ici, ça correspond aux coordonnées du vecteur normal. C'est-à-dire que a fois x plus b fois y plus c fois z, A, B et C, ce sont les coordonnées du vecteur normal de notre plan. Ici, devant le x, on voit qu'on a un 1, puisqu'on n'a pas de coefficient, donc c'est 1 fois x, donc 1. Je vais donc pouvoir noter 1 comme première coordonnée. Y, on voit qu'on n'a pas de y, donc en y, on peut estimer qu'on a 0. Et pour z, on voit que devant le z, on a moins 2. Je vais donc pouvoir noter moins 2. Et bien, ces trois coordonnées qu'on a ici, 1, 0, moins 2, eh bien ce sont les coordonnées du vecteur normal à notre plan d'équation x moins 2z plus 6 égale 0. Et ça, on a pu le déduire grâce à la formule, à l'équation de l'équation cartésienne générale d'un plan. Donc du coup, on a trouvé le vecteur normal de notre plan P', je l'ai appelé P', qui est donc ce vecteur-ci, et c'est le même vecteur normal pour notre plan P2. On va donc pouvoir dire que notre plan P2, il a pour vecteur normal le vecteur n, qui a pour coordonnées 1, 0 et moins 2. Et grâce à cette réflexion qu'on a eue ensemble, grâce au fait qu'on s'est bien posé pour bien comprendre la question, on a toutes les informations qu'il nous faut pour en déduire l'équation cartésienne de P2. On a en effet un point qui appartient à notre plan, et le vecteur normal à notre plan. Il ne nous reste donc plus qu'à remplacer les informations dans l'équation cartésienne. En effet ici, je vais pouvoir dire que le plan P2 a pour équation a qui est donc égal à 1, facteur de x moins xa qui est égal à 0, plus b qui est égal à 0,
facteur de y moins ya qui est égal à 0, plus c qui est égal à moins 2, facteur de z moins za, qui est égal à 0 également, et ça c'est égal à 0. Donc on fait exactement ce qu'on a fait ensemble dans la question précédente, où on avait juste eu à remplacer les informations. En fait, la seule différence, c'est qu'ici, les différentes informations n'étaient pas données directement, il fallait vraiment réfléchir et comprendre la logique de l'exercice. C'est d'ailleurs très bien, une très bonne astuce, de se faire un petit dessin ici pour essayer de bien comprendre la situation. Bon bah on n'a plus qu'à faire la distributivité et simplifier notre expression. On a donc 1 fois x, moins 1 fois 0, donc 0, plus 0 fois tout ça, donc ça donne 0, plus moins 2 fois z, comme ceci, moins 2 fois z, et ici 0, donc la distributivité donne 0, qui est égal à 0, et on peut donc en déduire que l'équation cartésienne de notre plan P2, elle est égale à x moins 2z, ce qui est égal à 0. On va reprendre notre énoncé pour vérifier qu'on a bien trouvé ce qu'on attendait. On nous demandait de montrer que le plan P2 a pour équation x égale 2z. Et bien effectivement, si je place le 2z de l'autre côté, j'ai bien que l'équation cartésienne de mon plan P2, elle est égale à x égale 2z en faisant passer le 2z de l'autre côté. Et donc, grâce à toute cette réflexion qu'on a eue ensemble, on a pu déterminer l'équation cartésienne de notre plan P2 et cette question est validée. Donc c'était moins évident que les questions précédentes, mais ça faisait quand même appel à des notions basiques de terminale, d'où l'importance de bien se poser, bien comprendre les notions basiques du programme, ce qui permet de répondre à énormément de questions. On va pouvoir passer à la question petit b, qui nous demande de démontrer que les plans P1 et P2 sont séquents. Le plan P2, on vient de déterminer son équation qui est ici, et le plan P1, son équation est donnée juste ici, et l'objectif c'est de montrer qu'ils sont séquents. Ok, alors comment est-ce qu'on va faire pour montrer que deux plans, P1 et P2, sont séquents? Eh bien, deux plans sont séquents lorsqu'ils ne sont pas parallèles. Ça, je pense qu'on est d'accord. Si les deux plans sont parallèles, alors ils ne vont jamais se couper. Il n'y aura aucune intersection entre eux. D'ailleurs, l'intersection de deux plans séquents, c'est toujours une droite. Ça, c'est une notion qu'on a vue dans le cours. Mais voilà, si les deux plans sont parallèles, alors ils ne sont pas séquents. Donc pour montrer que P1 et P2 sont séquents, il faut montrer qu'ils ne sont pas parallèles. Et comme on l'a vu dans la question précédente, on a vu que si deux plans sont parallèles, alors leurs vecteurs normaux sont égaux, ou en tout cas collinéaires. L'idée c'est simplement de dire que les vecteurs ont la même direction. En tout cas, si deux plans sont parallèles, alors leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Donc du coup ici, l'idée pour montrer qu'ils sont séquents, c'est montrer qu'ils ne sont pas parallèles. L'idée, ça va donc être de montrer que leurs deux vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, tout simplement. Donc là, on est sur des questions un petit peu plus complexes, qui sont pas de la simple application du cours ou de notions qu'on a vues dans le cours. Il faut vraiment réfléchir, il faut encore une fois vraiment faire le lien entre les différentes questions. Comme tu le vois, là, la question précédente est très utile pour comprendre un petit peu comment on va faire pour montrer qu'ils sont séquents. Mais une fois que tu as la logique, une fois que tu poses bien les choses et une fois que tu connais bien la base, c'est vraiment de la réflexion, se poser, essayer de comprendre. Mais après, voilà, il faut vraiment connaître la base du cours. Ensuite, c'est de l'entraînement. Mais tu vois, c'est pas impossible et on peut s'aider encore une fois de la question précédente. L'astuce que j'ai donnée au début et plusieurs fois dans l'énoncé est toujours valable. Donc du coup, pour montrer que leurs vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, il nous faut déjà évidemment les coordonnées des vecteurs normaux. Ok, alors quel est le vecteur normal du plan P2? On l'a montré dans la question précédente. Le vecteur normal, un des vecteurs normaux de P2, c'est 1, 0, moins 2. Il a pour coordonnées 1, 0, moins 2. On va donc pouvoir le noter. Je vais l'appeler N2, le vecteur normal du plan P2, qui a donc pour coordonnées 1, 0, moins 2. Et puis N1, le vecteur normal du plan P1. Quelles sont ses coordonnées? Et bien là, on peut tout simplement, comme on l'a déjà vu dans les questions précédentes, reprendre l'énoncé et regarder l'équation cartésienne de notre plan P1. On a 3 fois x, plus 1 fois y, moins 2 fois z. On aura donc 3, 1, moins 2 comme coordonnées pour le vecteur normal à P1. On a donc 3, 1, moins 2. Maintenant, l'idée, c'est tout simplement de voir s'ils sont collinéaires ou non, et s'ils sont collinéaires, on a forcément une relation de proportionnalité entre leurs coordonnées. Alors, si je veux passer ici de x de n2 à x de n1, je dois multiplier par 3, je dois faire 1 fois 3. Or ici, si je fais 0 fois 3, je ne tombe pas sur 1. Et si je fais moins 2 fois 3, je ne tombe pas sur moins 2. Et dans le sens inverse, ici, pour passer de moins 2 à moins 2, je fais fois 1. Mais ici, 3 fois 1 ne donne pas 1, ça donne 3. Donc du coup, on voit que les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, et donc que les plans ne sont pas parallèles. Et donc ça y est, on a fini le travail. P1 et P2 ne sont donc pas parallèles, ils sont donc forcément séquents.
Et voilà, ça nous permet tout simplement de valider cette question, hein, puisque la question c'était simplement de démontrer que P1 et P2 sont séquents, c'est donc bien ce qu'on a montré. On peut passer à la question 3, petit c. On nous donne la droite D, d'accord? Donc ça c'est la droite D, dont un système d'équations paramétriques est celui-ci. X égale 2t, y égale moins 4t moins 3, et z égale t, avec t qui est donc un réel qu'on appelle le paramètre. C'est pour ça que c'est une équation paramétrique, car on a un paramètre t qui appartient au réel. On nous demande de démontrer que l'intersection des plans P1 et P2, eh bien c'est la droite D. Comme je te l'ai dit et comme on l'a vu dans le cours, l'intersection entre deux plans qui sont séquents, on voit pas trop mes mains, mais voilà. L'intersection entre deux plans, c'est forcément une droite, ça on l'a vu dans le cours, et maintenant on nous demande de montrer que cette droite qui est l'intersection de P1 et P2, c'est bien une droite D dont un système d'équations paramétriques est ceci. Alors pour le déterminer, on va essayer de bien se poser. On sait que si un point appartient au plan P1, alors ce point respecte et vérifie forcément l'équation cartésienne de P1. Et l'équation cartésienne de P1, elle est donnée dans l'énoncé, c'est celle-ci, 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0. Et on sait également que si un point appartient à P2, eh bien, il vérifie forcément l'équation cartésienne de P2, et donc son équation cartésienne, comme on l'a vu, c'est x moins 2z qui est égal à 0. Si un point appartient à l'intersection de P1 et P2, alors ce point appartient aux deux plans en même temps, et donc le point vérifie forcément en même temps les deux équations cartésiennes. L'équation cartésienne de P1 et l'équation cartésienne de P2. C'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre avec cette question qui n'est pas forcément évidente. On sait donc qu'un point qui appartient à l'intersection de P1 et de P2, il vérifie en même temps deux équations. Et c'est pour ça qu'on peut poser un système de deux équations. On sait qu'un point qui appartient à l'intersection entre les deux plans, il vérifie l'équation 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0, et en même temps l'équation x moins 2z qui est égale à 0. Ce système d'équations, avec x, y et z, il va te rappeler évidemment le système d'équations paramétriques pour notre droite. Et donc l'idée, eh bien, ça va être tout simplement de confronter ces deux systèmes d'équations, les équations cartésiennes des plans et le système d'équations paramétriques de notre droite D, pour essayer à partir de ce système d'équations qui doit être vérifié, de retrouver le système d'équations paramétriques de notre droite D, pour vérifier qu'on a bien D qui est l'intersection de nos deux plans. Mais comme tu peux le voir et comme tu l'as vite compris je pense, on a un souci. Avec le système d'équations paramétriques, on a un paramètre. Ce paramètre c'est t qui appartient au réel, alors que dans le cas de notre système d'équations cartésiennes, de plan, on n'a pas de paramètre. Donc l'idée, ça va être de choisir une coordonnée, de faire apparaître le paramètre de notre équation paramétrique dans notre système d'équations ici avec les plans, et de vérifier qu'on retrouve bien l'équation paramétrique de notre droite en insérant notre paramètre dans notre système d'équations avec les équations cartésiennes. Alors, on va le faire très concrètement. Je sais que ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais tu vas voir dans quelques secondes, tu auras bien compris le concept. Ici, je reprends mon système d'équations paramétriques de notre droite D. Je vais prendre une coordonnée complètement aléatoire, complètement au hasard. Par exemple, je vais prendre x et je vais poser que x est égal à 2t. Et ça va me permettre d'introduire mon paramètre dans mon système d'équations de plan. Je vais donc reprendre mon système d'équations à partir des équations cartésiennes de mes deux plans qu'on a ici, et je pose de manière arbitraire que x est égal à 2t avec t qui est mon paramètre qui appartient au réel. Je vais donc renoter mon système d'équations, mais cette fois-ci en disant que x est égal à 2t. Et mes deux autres équations ici sont toujours valables. On a 3x plus y moins 2z plus 3 qui est égal à 0, et ma deuxième équation, x moins 2z, qui est égal à 0. Donc je pense que tu commences à comprendre ce qui va se passer. L'objectif, ça va être d'introduire ce paramètre dans mes deux autres équations, pour en déduire la valeur de y et la valeur de z, et pour vérifier que y et z sont bien égaux à ce qu'on nous donne dans l'équation paramétrique de notre droite D. Ok, donc c'est parti, ça va pas être très compliqué. Je vais commencer par m'intéresser à cette équation qui n'a que les inconnus x et z. Je vais remplacer x par 2t, car je sais que x est égal à 2t, donc c'est parti, on va le faire ensemble.
Je sais que x est égal à 2t. Si je reprends donc ma troisième équation, la troisième ligne, je peux dire que 2t moins 2z c'est égal à 0. Et ça va me permettre de dire que 2t c'est égal à 2z, puisque je le fais passer de l'autre côté. Et si je divise par 2 à gauche et à droite, je peux en déduire que t est égal à z. On sait donc que z, la coordonnée z, elle est égale à une fois t, une fois mon paramètre t. Maintenant que j'ai cette information, je vais pouvoir travailler sur ma deuxième ligne qui comporte les trois coordonnées x, y et z. Je reprends donc ma deuxième ligne, je remplace x par 2t, je vais donc avoir 3 fois 2t, car ici j'ai 3x, plus y que je ne connais pas encore, moins 2 fois z, et z est égal à t, donc moins 2 fois t, plus 3 qui est égal à 0, et ça va me permettre d'en déduire y. En effet, je vais avoir 6t plus y moins 2t plus 3 qui est égal à 0. Je vais mettre les t ensemble, je vais donc avoir 6t moins 2t, ça me donne donc 4t plus y plus 3 qui est égal à 0. Et si je place le y de l'autre côté, je vais avoir 4t plus 3 qui est égal à moins y, et donc y qui est égal à moins 4t moins 3. Et donc grâce à ces manipulations, et grâce au fait que j'ai posé que x est égal à 2t, comme on l'a vu dans l'équation paramétrique de la droite, eh bien je retrouve la valeur de z, la valeur de ma coordonnée z avec mon paramètre t, et la valeur de ma coordonnée y avec mon paramètre t, et je vais renoter tout ça dans mon système d'équations. On peut donc dire qu'on a donc le fait que x il est égal à 2t, que y il est égal à moins 4t moins 3, et que z il est égal à t. Avec t, encore une fois, mon paramètre qui appartient au réel. Et bien là, je pense que tu vas être choqué, mais vraiment choqué, et tu vas voir que c'est assez magique. Si je reprends mon énoncé, regarde bien mon système d'équation paramétrique de ma droite D, x est égal à 2t, y est égal à moins 4t moins 3, z égale t, et bien je retrouve exactement le même système d'équation paramétrique avec mon paramètre t. J'ai donc introduit dans mon système d'équation cartésienne de plan le paramètre t, et j'ai vérifié que je retrouvais bien un système d'équation paramétrique de ma droite D, et c'est exactement ce que je retrouve. J'ai donc vérifié que l'intersection entre mes plans P1 et P2, c'est bien ma droite D qui a un système d'équation paramétrique égal à ceci. En conclusion, j'ai donc que D, c'est l'intersection de P1 et P2. Alors je sais que c'est pas forcément évident, d'ailleurs si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, n'hésite pas à les poser sur novelleclasse.com, on va bientôt créer un espace communauté sur novelleclasse.com dans lequel tu pourras poser toutes tes questions, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est parti d'un constat très simple, d'une chose extrêmement simple, on a dit que l'intersection entre mes plans P1 et P2, eh bien c'est un ensemble de points qui vérifie forcément en même temps mes deux équations cartésiennes. Donc on a validé cette question, on retrouve également un bout de cette question sur la page suivante, juste ici, et ça va nous permettre de passer à la dernière question, la question 4, qui nous demande de démontrer que la droite D, qu'on vient de voir ensemble, elle coupe le plan ABC en un point I dont on déterminera les coordonnées. Et bien pour répondre à cette question 4, on va utiliser toujours la même logique, la même réflexion qu'on a eue dans la question précédente, c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors il s'agit ici d'une question sur l'intersection entre une droite et un plan. On sait que l'intersection entre une droite et un plan, c'est forcément un point. D'accord? Donc on va chercher les coordonnées d'un point. Ce point, comme on l'a vu dans l'énoncé, on l'appelle I, et il aura pour coordonnées xi, yi, zi. Donc ici, ce qu'on attend de nous, c'est de déterminer ces coordonnées. Les coordonnées xi, yi et zi. Donc vraiment, c'est très important déjà dès le début de bien comprendre ce qu'on nous demande. Si je te fais un petit dessin, c'est pas compliqué. On va avoir ici le plan ABC, d'accord? Puisqu'ici, c'est le plan ABC qui nous intéresse. On va avoir la droite D qui va passer comme ça, par exemple. Et ici, ce point-là, donc là, la droite ressort en dessous du plan. Ici, elle arrive par au-dessus. Et bien, ce point-là, c'est le point I, qui est donc l'intersection entre le plan ABC et la droite D. Et donc, c'est les coordonnées de ce point qu'on va essayer de déterminer. Exactement comme on l'a fait dans la question précédente, l'idée ici, c'est de partir de quelque chose de très simple, de dire, bah, ce point-là, il appartient en même temps à la droite D et au plan ABC. Donc ce point I, il respecte l'équation cartésienne de notre plan ABC, et il respecte l'équation paramétrique de notre droite D, tout simplement avec la droite D qui est ici. On vérifie donc en même temps l'équation cartésienne de ABC et l'équation paramétrique de D.
Alors c'est là que les questions précédentes sont absolument indispensables, évidemment, puisque la droite D, c'est quoi son équation paramétrique? Une équation paramétrique de la droite D, c'est quoi? Eh bien c'est ce qu'on a vu dans l'énoncé, x égale 2t, y égale moins 4t moins 3, et z égale t, avec t qui appartient au réel. Et l'équation cartésienne de notre plan ABC, on l'a vu dans les questions précédentes, donc je te laisse revenir un petit peu avant pour revoir ça. Ou attends, on va essayer de le retrouver ensemble, il n'y a pas de souci, on va prendre le temps. Ah voilà, on l'avait déterminé dans la question 2B, ici, voilà, on avait rappelé toutes les notions de cours, etc., etc., donc on avait bien fait les choses, et on a notre équation cartésienne de notre plan ABC qui est juste ici. Donc l'équation cartésienne de notre plan, elle est égale à 2x moins y moins z, qui est égal à moins 4. Alors comme tu peux le voir, ici on a des équations avec un paramètre t qui est inconnu. Et donc du coup ça ne nous permet pas de déterminer des coordonnées pour notre point i, xi, yi, zi, car on va toujours se traîner un paramètre t qu'on ne connaît pas, on sait qu'il appartient au réel, mais donc du coup la première étape ça va être de déterminer la valeur de petit t qui appartient au réel, donc on va calculer sa valeur en mêlant ici nos deux équations pour ensuite pouvoir en déduire très facilement les coordonnées de notre point i. Alors pour déterminer notre paramètre, c'est pas compliqué, on nous dit que x il est égal à ça, y il est égal à ça, z égal à ça, et on sait également qu'on respecte cette équation cartésienne. On va donc pouvoir remplacer x, y et z par les expressions avec le paramètre pour en déduire tout simplement la valeur du paramètre. On va donc dire en effet qu'on a 2x avec x qui est égal à 2t, moins y, donc moins et y ici qui est égal à moins 4t moins 3, moins z avec z qui est égal à t, donc moins t qui est égal à moins 4. Alors évidemment, on va simplifier l'expression. 2 fois 2t, c'est égal à 4t. Moins moins, ça fait plus 4t. Moins moins, ça fait plus, donc plus 3. Moins t qui est égal à moins 4. Ça, du coup, c'est égal à 4 plus 4, c'est égal à 8. Moins 1, donc ça fait 7t. Plus 3 qui est égal à moins 4. On va placer le 3 de l'autre côté, donc ça fait 7t qui est égal à moins 7, car ça donne moins 4, moins 3, puisque le 3 je le passe de l'autre côté. Et donc t, il est égal à moins 1. Et on a déterminé la valeur de notre paramètre t dans le cas de cette question. Maintenant qu'on a la valeur de notre paramètre t dans le cadre de cette question, ça va être super simple. On va pouvoir reprendre l'équation paramétrique de notre droite D, une équation paramétrique de notre droite D qui nous a été donnée ici. On n'a plus qu'à remplacer t par la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire moins 1, pour en déduire les valeurs de x, y et z. Allez, on fait ça tout de suite, c'est parti. On va donc avoir tout simplement un système comme ceci, avec x qui est égal à 2t, donc 2 fois moins 1, ce qui est égal à moins 2, y qui est égal à moins 4 fois t, donc moins 4 fois moins 1, ce qui est donc égal à 4 moins 3, comme ceci, et z qui est égal à t, qui sera donc égal à moins 1. Et donc du coup, ça, c'est tout simplement égal à x égale moins 2, y égale 1, et z égale moins 1. On peut donc en déduire que le point d'intersection entre notre plan ABC et notre droite D, qui est donc le point I qui est ici, il a pour coordonnées, tout simplement les coordonnées qu'on vient de trouver, c'est-à-dire que I a pour coordonnées moins 2, 1, moins 1, comme ceci, et ce point, c'est le point d'intersection entre le plan ABC et la droite D. Mon petit Novel, on vient de finir cette question, cet exercice de bac qui était vraiment pas évident, qui était vraiment très complet. On a revu des notions ultra basiques en géométrie avec des notions de première, mais également la base des notions de terminale, et ensuite on est allé beaucoup plus loin, mais c'est un exercice extrêmement classique. Ce serait vraiment pas étonnant que tu aies un exercice de ce type-là le jour du bac. Alors j'espère qu'il t'a bien aidé, j'espère que tu as bien noté toutes les astuces que je t'ai données dans cette correction d'exercice. De toute façon, je ferai une vidéo spéciale où je résumerai toutes les astuces à connaître pour réussir sans difficulté un sujet de bac. Alors on a fait 5 pages de correction, on a ici donc la 5e page, on a fait même 6 pages de correction, donc on a ici la fin de l'exercice. On a ici la page précédente, alors je vais essayer de te montrer ça un petit peu mieux, on va dézoomer un petit peu sur le bureau. Voilà, on a fait cette page-là, on a fait cette page-là, d'accord, avec les calculs. On a fait cette page-là, la page 3. On a fait cette page-là, donc on est vraiment allé dans le détail, on a tout repris en détail, la page 2 et ici la page 1. Donc voilà, on a fait 6 pages d'exercice.
Et voilà, on a fini de corriger ce sujet de bac et sur novelleclasse.com, dans le parcours SPEMAT Terminal, je vous ai mis tout simplement le corrigé que j'ai écrit dans cette vidéo. J'ai scanné les 6 feuilles qu'on a fait ensemble et je vous les ai mis à disposition dans le parcours SPEMAT Terminal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. Encore une fois, vous êtes énormément à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube, alors n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour continuer Nouvelle Classe et je vous dis à très vite dans un prochain sujet de bac corrigé. C'était Théo, ciao.